Je pense que le jour où Marine Le Pen sera au pouvoir, on va complètement remettre sur la table tous ces enjeux, des trucs sur lesquels je parle de mon expression, je me casse le cul depuis maintenant 20 ans, vont complètement être mis sur la table et analysés de façon beaucoup plus cartésienne. Ça va permettre aux États européens d'espionner les conversations privées sur les logiciels de messagerie. On va avoir beaucoup échangé, aussi bien avec des banquiers qu'avec des gens qui sont dans le business de la culture, que je distingue de la culture tout court. Les banquiers sont infiniment plus intelligents. Il y a un rapport de 1 à 10 en termes de quotient intellectuel entre le monde du business, de la culture, vis-à-vis des technologies dans mon secteur. On a du mal à imaginer l'intelligence artificielle généraliste, qui est, rappelons-le, une autre branche que ChatGPT, une intelligence artificielle qui dépasse celle de l'humain, totalement généraliste et qui dépasse celle de l'humain. Un monde dans lequel une technologie rendra l'intelligence humaine pas particulièrement créateur de valeur. Je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira, l'école qui vous forme au métier d'innovation, la blockchain et l'IA. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, le fondateur et le président d'Alira. On a formé plus de 2000 apprenants au métier de l'IA et de la blockchain. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Epelboin. Fabrice, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Fabrice, tu es entrepreneur multirécidiviste, journaliste, analyste plus globalement de la scène politique et notamment du rapport que nos sociétés entretiennent avec le numérique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on peut le dire aussi, on peut te donner un peu de backstage. En fait, ça fait un petit moment qu'on se connaît, presque 10 ans, plus de 10 ans. Puisqu'en fait, tu es la personne qui m'a fait découvrir le Bitcoin en 2013. Donc, quelque part, tu es la personne par qui tout est arrivé, puisqu'en fait, ensuite, quelques années après, je lançais Alira. Donc, hyper content de te recevoir. Comme quoi, l'enseignement sert à quelque chose. Et oui. Non, mais sérieusement, ça fait vraiment partie des histoires qui font plaisir. Tu sens que tu fais de l'enseignement, mais ça a un impact. Ouais, ça. Comment t'es arrivé à connaître Bitcoin en 2013, puisque 2013 c'est quand même assez tôt. Sur les bases techniques, décentralisation, Bitcoin, pour moi, ça s'inscrivait, d'ailleurs, si tu suis à mon cours, ça s'inscrivait dans un truc sur la décentralisation, le peer-to-peer, qui, lui, date maintenant. Et l'évolution de cette logique de décentralisation qui, à un moment, touchait l'argent, a touché le doigt sur la blockchain, qui est une innovation qui, finalement, d'un point de vue conceptuel, est très similaire au peer-to-peer, où tout d'un coup, tu vas faire disparaître un intermédiaire. Bon, dans un premier temps, on a fait disparaître la distribution dans l'industrie musicale et audiovisuelle. Là, le Bitcoin fait disparaître les banques. Donc, en fait, pour moi, ça s'inscrivait dans la même logique. Je m'apprêtais à le dire là. Je me souviens que la phrase avec laquelle tu nous as introduit le cours, pour dire que je me souviens bien du cours, c'est le Bitcoin va faire à l'industrie de la banque ce que le partage pair à pair a fait à l'industrie du disque. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette introduction? Je pense que pour avoir beaucoup échangé aussi bien avec des banquiers qu'avec des gens qui sont dans le business de la culture, que je distingue de la culture tout court, les banquiers sont infiniment plus intelligents. Il y a un rapport de 1 à 10 en termes de quotient intellectuel entre le monde du business, de la culture, qui sont très rares du fond. Encore une fois, je parle pas de la culture. Je te laisse la responsabilité de tes propos. Rares du fond vis-à-vis des technologies dans mon secteur. Et le monde de la banque et de la finance, qui a abordé ça, alors d'abord avec l'expérience de l'industrie musicale. Donc ils ont vu cette confrontation de l'industrie musicale avec les technologies. Ils n'ont pas fait, par exemple, l'erreur qu'avait fait Pascal Magne de s'attaquer à Napster et de réaliser après coup que le code était de logiciel libre. Et que donc ils pouvaient arrêter une entité économique, mais ils pouvaient pas arrêter le code qui est un bien commun. Ça, Pascal Magne n'aurait absolument pas compris cette subtilité qui lui a pété la gueule. Les financiers l'ont parfaitement compris. Ouais, ils ont compris que chez Bitcoin, en tout cas sur le code de Bitcoin, il y a un côté qui est inarrêtable, qui est qu'en fait, c'est des logiciels libres, n'importe qui peut le télécharger, le compiler, le faire travailler chez lui ou le faire tourner avec eux. Ils ont vraiment compris ça. Ils ont compris que la confrontation ne mènerait pas à la création de valeur dans quelque camp que ce soit. Et puis ils ont fait, alors sauf les Européens, mais les Européens c'est particulier. en tout cas, les Américains qui sont l'alpha et l'oméga du monde capitaliste ont parfaitement compris que la confrontation violente, ça mènerait à de la destruction de valeur de toutes parts. Ça n'avait pas grand intérêt. Donc ils ont switché, je vais dire rapidement, mais pas tant que ça, d'une opposition bobette à l'européenne à allons-y, on va faire des ETF, là. Et maintenant, ils vont vraiment avoir une dynamique très positive et ils vont y aller à fond avec, t'as des pionniers, c'est des Américains, surtout qu'ils passent par
on va faire confiance au privé pour faire en sorte que les États-Unis aient toujours une place dans ce monde à travers ces crypto-monnaies. Jusqu'à présent, ça leur a pas trop mal réussi. Ah, mais ça me fait chier de le dire. Je suis juste que désolé. Pour l'instant, le réel leur donne raison. C'est clair que confier à l'État l'avenir du système numérique de la monnaie, on va voir ce que ça donne en Europe, mais c'est pas parti. C'est bien, on pourra faire un AB testing avec temps. Je suis ravi d'être dans le groupe B. Je pense qu'on va souffrir dans le groupe B déjà que c'est. Mais donc pour revenir au début, les financiers sont plus intelligents. Ils ont profité de l'expérience de l'industrie musicale. Ils ont écouté, contrairement aux politiques. Et donc, du coup, petit à petit, ils se sont fait une raison. Ça allait dans cette direction. Donc, ils ont petit à petit adopté des trucs. Ils sont passés par cette phase, dont on est sorti d'ailleurs, on va mettre des blockchains partout parce que c'est trop bien. Ils ont vu cette vague de start-up qui a un peu tari, parce que maintenant l'IA est arrivée, où pareil, on va mettre des blockchains partout parce que les VC ont donné de l'argent s'il y a une blockchain marquée sur le slide deck. Et puis, petit à petit, ils s'y mettent. Et puis, bon gré, mal gré, il y a encore des récalcitrants, mais ils ont compris que c'était le sens du progrès. Et comme c'est des progressistes, ils s'opposent pas au progrès. Ok. Pour toi, est-ce qu'un jour, on va voir des banques qui vont aller jusqu'à offrir des services de garde, de prêt face à des collatéraux en Bitcoin, par exemple? Je pense qu'on ira jusque-là. Oh oui, c'est pas non plus pour lui, c'est le produit financier le plus sophistiqué de la Terre. Ça existe. J'ai un ami qui a fait ce genre de truc, qui a même acheté sa baraque comme ça. C'est pas, oui, ça va arriver. C'est une question de temps. C'est une question que, grosso modo, les gens de ta génération, qui vont avoir un patrimoine très important en crypto, mais qui, pour des raisons typiquement fiscales, vont vouloir garder leur crypto, les adosser à peut-être des raisons idéologiques aussi. Idéologique ou fiscale, mais bon, au-delà d'un certain niveau de revenu, tu vis sur des emprunts parce que tu payes pas d'impôts sur tout le monde, c'est ça. Et je pense que il y aura un marché, donc elles vont s'y mettre. De toute façon, si elles s'y mettent pas, c'est Binance qui va te proposer ça, parce que Binance a les capacités ou Coinbase ou un acteur de ce type-là. Donc les banques de toute façon vont voir arriver des Binance, des Coinbase, peut-être même des Twitter comme concurrents en termes d'institutions financières. Et à un moment, on va se dire, on a beau être la BNP, la SOG, un gros truc comme ça. Finalement, on repose sur une informatique qui a été construite sur du COBOL. Tout ça est quand même assez fragile. Et la nouvelle génération peut switcher du jour au lendemain parce qu'il y a peu de fidélité sur les marques, qu'elles soient bancaires, vestimentaires ou quoi que ce soit. Il n'y a plus aucune fidélité sur les marques. Donc, le public, pour les banques comme ailleurs, est de plus en plus volatile. Ok, donc effectivement, il va y avoir un enjeu si elles veulent pas se faire... Ça veut pas crever avec avec les vieux qui sont encore leurs clients. Elles sont dans la même situation finalement que le service public audiovisuel. Quand tu regardes la moyenne d'âge qui passe sans arrêt à la télé, en général, j'ai une idée de à qui je m'adresse. Vu que j'adapte un message tu passes dans le service public, dans des émissions un peu intégraux de seconde partie du service public, tu sais que ta moyenne d'âge est entre 65 et 70 ans. Et tu te sens le lendemain qui t'appelle pour dire je t'ai vu danser dans l'air ou danser ce soir. Des gens qui ont l'âge de tes parents et sont tous ça après. Quand je passe chez Hanouna, c'est pas du tout le même public qui m'appelle pour me dire je t'ai vu chez Hanouna. Bien sûr. Et l'avenir des banques, pour l'instant, ressemble plus au service public français, c'est-à-dire à une clientèle qui va mourir d'ici une génération. Et donc, soit elle redresse là-bas et elle commence à s'adresser intelligemment à des jeunes qui sont si moi qui prends des codes, s'il y a 10% de la population française qui a du Bitcoin, je pense que c'est inégalitairement réparti dans les tranches d'âge. Donc, au bout d'un moment, si tu veux t'adresser à des moins de 30 ans, il va falloir leur parler crypto-monnaie. Et il va falloir leur proposer des produits machin. Et il va falloir leur dire, on est mieux que Binance parce que, ça reste inventé. Je sais pas très bien pourquoi ils seraient mieux que Binance, mais ils vont trouver des arguments, ils ont des services marketing. Donc, ils vont trouver une façon de t'expliquer que la Société Générale, c'est mieux que Binance. Peut-être parce que eux, ils maîtrisent mieux les paradis fiscaux que Binance. Et donc, si tu veux faire des plus-values sans payer, effectivement, la SOG, a priori, est plus qualifiée que Binance. Ok. Toujours sur la blockchain et sur l'évolution de l'adoption de Bitcoin, il y a eu là ces derniers jours, on va dire semaines, jours, mais c'est vraiment, on est presque en jour, des évolutions assez marquées aux États-Unis de la position des acteurs politiques vis-à-vis de l'attitude à adopter vis-à-vis de Bitcoin, des cryptos. On sait que les États-Unis sont en période électorale en ce moment. C'est une élection d'ailleurs qui va être cruciale probablement pour l'avenir des États-Unis. Et plus globalement pour peut-être l'avenir du monde occidental, mais ça, je sais pas si c'est invaincu que ça. C'est effectivement. Bon, laissons cette parenthèse de côté pour l'instant. Sur la partie régulation Bitcoin et attitude des États-Unis, comment est-ce que tu analyses l'évolution du consensus politique aux États-Unis?
Cette perte d'influence de Warren Buffett. Ouais, pour toi, c'est Je pense que son armée, c'est je pense que Warren Buffett, ouais, et tout ce qu'il y a derrière, a eu un rôle important pour freiner l'adoption du Bitcoin. Qu'est-ce qui fait qu'un mec comme Warren Buffett, j'allais dire a mis autant de temps, mais en fait, malheureusement, comme il est pas compris, il n'a pas compris. Comment ça se fait qu'il comprend pas? Parce que tout le monde a ses limites, même Warren Buffett. Okay. Et parce que Warren Buffett, c'est le mec qui maîtrise de façon incroyable l'ancien système. Donc, il maîtrise à la perfection un système centralisé avec des comportements de marché basés sur un logique centralisé. Il est face à quelque chose qui est totalement décentralisé. C'est l'extrême inverse d'un point de vue logique. Il n'a pas d'appétence pour la technologie. Il n'y a qu'à voir ses stratégies d'investissement. Il n'est pas connu pour investir particulièrement dans les techs. Et ça marche. Alors, c'est pas oui, les gens ont besoin de bouffer, les gens ont besoin de dormir. De se dépasser, on a besoin de tout un tas de besoins que Warren Buffett analyse très bien, transcrit dans ses stratégies d'investissement. Et ça marche. Et ça donne des résultats qui sont absolument atteignables parce que calculables. Donc, il a absolument rien qui lui permette de dire, là, je suis bien. Il n'a pas de feedback dans ses stratégies d'investissement qui lui permettent à un moment de dire, je fais une commune. Et comme il n'a pas d'appétence technologique, il ne saisit pas le décalage, la rupture qu'il peut y avoir entre les systèmes centralisés et puis l'arrivée d'un système décentralisé, pas contrôlé par des banques centrales. Donc, il s'y est opposé parce que ça emmerde. Et comme il avait vraiment zéro feedback, j'insiste, c'est bien gentil de dire qu'il s'est planté, mais quand tu regardes ses stratégies d'investissement, non, il s'est pas planté. Ouais. Donc à un moment, ça a cassé parce qu'il est vieux, parce que tout ce petit monde vieillit, parce que les jeunes prennent de la bouteille, les gamins de 20 ans qu'on traitait comme des minots, aujourd'hui ils en ont 30, pour ceux qui sont vraiment à fond dans le Bitcoin, sont tous multimillionnaires, donc on les prend un peu plus au sérieux, et puis ils ont plus de poids, y compris d'un point de vue électoral. Oui, ça ils ont du poids politique, ils ont gagné en poids sur tous les critères de poids politique, quoi. Ouais. Donc ça bascule. Et donc, du coup, tout d'un coup, Trump dit, Bitcoin, allons-y. Trump, qui a priori s'en fout, il comprend absolument rien, mais c'est, Trump il comprend les dynamiques électorales, en tout cas. Comprend les dynamiques. Ouais, je pense qu'il est extrêmement bien entouré. Okay. Et je pense que l'atout de Trump, par rapport à des gens comme Biden, c'est qu'il est finalement assez conscient qu'il est idiot, qu'il comprend pas grand chose. Et donc, il s'entoure, il écoute. Alors que Biden est un mec brillant, est quand même brillant dans la lignée d'Obama, et donc il va être un peu comme Macron, il va vouloir lui-même comprendre pour prendre ses propres décisions. Trump, il va se reposer sur des gens en qui il a confiance et à qui il va déléguer la capacité à analyser un problème et en déduire une stratégie. Oui. C'est comme ça qu'il a adopté Fabio Analytica. Il comprenait rien, mais il a bien vu qu'il était entouré de grands génies de la tech et que les mecs étaient non seulement des grands génies de la tech, mais bien diaboliques comme il faut. Et c'était ce qu'il fallait. Et il a eu raison, ça marche. Ok. Est-ce que tu penses que dans les 10 années à venir, on va vers un monde où Bitcoin fera partie des actifs qui seront détenus par les banques centrales, comme actifs de réserve? Non, tu parles une banque centrale là-dessus. Je monte les niveaux, je monte les niveaux dans la pyramide financière. Je pense pas. Je pense pas que les banques centrales iront jusqu'à détenir du Bitcoin parce que de toute façon, en termes de défis par rapport au dollar, à l'or, à plein de choses que détiennent les banques centrales, ça reste petit. Ouais. La market cap de Bitcoin, c'est Nvidia. Dans l'absolu, c'est bien. C'est Nvidia aujourd'hui. C'est Nvidia aujourd'hui, mais c'est tout petit. Nvidia, c'est rien du tout par rapport à la masse de pognon qui circule sur les marchés. Donc, c'est très impressionnant parce que ça a démarré d'une market cap qui était de pizza. Mais toujours est-il que ça reste très petit. Donc, je vois pas très bien l'intérêt pour une banque centrale. Peut-être une banque centrale vénézuélienne ou un truc un peu exotique qui fera ça pour faire le buzz. Mais la banque centrale européenne ou américaine, non. Okay. J'imagine pas un instant. Tu vois pas. Ok. Et inversement, du coup, comment tu analyses la situation en Europe cette fois-ci vis-à-vis de l'attitude que le consensus politique a sur Bitcoin, que les régulateurs ont sur Bitcoin et globalement le consensus politique sur Bitcoin. Hein. Enfin, en Europe, je vais pas me prononcer sur l'Europe, je vais me prononcer sur la France. Il y a aucun consensus politique sur le Bitcoin. Il n'y a pas de compréhension. Pour faire un consensus, il faut déjà qu'il y ait une compréhension, une analyse du problème, une analyse des enjeux. Et derrière, il y a rien de tout ça. Okay. Rien. On est au niveau zéro de ces trucs-là. Mais on est au niveau. Tu sais comme moi, discute avec des politiques de Bitcoin, tu vas voir qu'en dehors de personne ne comprend. Mais très très bon. Même le fonctionnement de base de la blockchain, personne ne comprend.
l'un de mes grands gags quand je choque un politique comme ça, c'est de partir de l'architecture de loi qu'ils ont fait sur la consommation de data est corrélée d'un data center est corrélée à la trace carbone du data center. C'est totalement débile. Ça n'a aucun sens. Comme la plupart des bêtises qui partent. Supprimer vos emails pour voilà, économiser faites pipi sous la douche. Supprimez vos spams, faites pipi sous la douche. Et attention, regardez YouTube en basse définition. C'est ces petits gestes qui vont Ces petits gestes qui vont la peine. Alors, pour tout ce qui est, je vais pas prononcer pour faire pipi sous la douche parce qu'on est loin de mes compétences. Mais par contre, regardez YouTube en basse définition, ça n'a aucun sens. Techniquement parlant, ça n'a aucun sens. Mais les politiques sont persuadés que il y a une corrélation. Comme en d'autres temps, étaient persuadés que la Terre était plate. Parce que ça paraît logique. Ça paraît logique. Tu dis, il y a une quantité de données qui passent dans un tuyau, il va y avoir une relation avec une grandeur physique quelconque. Ouais, quand on comprend rien et qu'on a fait des études littéraires, ça paraît logique. De même que, honnêtement, la Terre est plate, c'est pas logique, hein. Il faut être honnête. Et donc, les politiques en sont au pratisme technologique. Et ils ont adopté une architecture de loi qui part de ce principe de corrélation data consommée et trace carbone. Et à partir de là, tu leur expliques les bases, ce qui est pas si compliqué que ça à expliquer, les bases du mécanisme de la blockchain et du proof of work. Et là, ils réalisent que si tu prends un data center qui est dédié au mining, la consommation en data est ridicule. Mais ridicule. Ça, c'est rien par rapport à juste un pauvre serveur qui dit de la vidéo tout seul dans son coin. Tout ton data center qui fait du mining ne consomme pas le quart du serveur dans un coin qui fait un stream sur une basse définition façon YouTube. Ouais. Et malgré tout, en termes de conso énergétique. Et donc, tu leur fais toucher cette absurdité. Et en fait, ils bug et ça reset. C'est vraiment ça. C'est que, pam, ça plante, écran bleu, ça reset et il repart sur non, mais la corrélation data, ça au moins, je comprends. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent rien? Qu'est-ce que tu veux réguler? Un truc auquel tu ne comprends absolument pas le début de quoi que ça. Ok. Alors, bon, malheureusement, ou en tout cas, ils ne peuvent faire autre chose que réguler, puisque c'est leur rôle dans la société. Et ils régulent tout un tas de secteurs, et notamment des secteurs qui entrent en relation avec la partie Bitcoin, crypto, etc. Et je pense notamment à la question de la vie privée. On vit à une époque, là, au moment où on tourne cette interview, où on a le développeur de Tornado Cash, cette application qui permet de protéger sa vie privée sur ces transactions. Alors les Antilles ou les États ou les gens qui l'ont mis en prison expliqueront que ça sert à faire du blanchiment d'argent, ça sert à payer les criminels, etc. Ce qui est vrai aussi. Faut pas non plus se cacher. Bien sûr. Où est-ce qu'on va du coup sur la question de la vie privée en Europe? Est-ce qu'il faut qu'on mette un flic derrière chaque ou un flic numérique je dis pas qu'il faut, mais oui, c'est ce qu'on fait. Dans chaque maison, parce que on sait bien que les violences, le lieu où il y a le plus de criminalité finalement, c'est à l'intérieur des maisons. Et donc, est-ce qu'il faudrait pas rentrer dans toutes les maisons pour mettre un flic partout? C'est ce qu'on est en train de faire. On est très clairement en train de faire. Ok. Entre le DSA. Comment est-ce qu'on le fait? Parce que ça, c'est pareil, tu vois, c'est le monde numérique parfois donne l'illusion que tout ça se promène dans le cloud et que comme c'est dans le cloud et il y a pas de matérialité finalement. Comment est-ce qu'on fait pour mettre un flic derrière ça c'est une appréhension du monde numérique qui vient de gens qui ont une formation philosophique. Donc ça peut donner des choses très intéressantes et des discussions passionnantes, mais ça n'est pas en lien avec la réalité. Dans la réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on a petit à petit détruit tout ce qui aurait pu faire une transposition de la vie privée online. Et comme on est parti d'un univers qui était très libertaire, crypto-anard, on a fait énormément de machines arrière. On en est là. Les deux trucs les plus iconiques, à mon sens, c'est pas le Tornado Cash, c'est vraiment le DSA et le Chat Control. Alors, tu peux préciser DSA? DSA, c'est une architecture législative qui permet grosso modo, au niveau européen, de dire il faut modérer les réseaux sociaux, ce que personne ne nie. Il n'y a pas de ressources suffisantes au sein des réseaux sociaux pour repérer ce qui va pas. Et puis il y a des spécificités culturelles qui sont complètement incompréhensibles pour Twitter, Facebook et compagnie, parce que ce qui choque en Pologne ne va pas être la même chose que ce qui choque en France. Qui plus est, on a basculé dans une espèce de logique de l'émotion. Donc on va censurer, non pas parce que c'est illégal, mais parce que ça choque. Et à partir de là, on crée une architecture qui consiste pour chaque autorité locale
à nommer des shérifs de la liberté d'expression qui vont aller, comme les shérifs du Far West, aller buter les méchants qui disent ce qu'il faut pas dire. Ok. Dans une opacité la plus totale. Typiquement en France, le DSA est en application depuis 3-4 mois. Ouais. On connaît un signaleur de confiance, c'est-à-dire une entité qui est en charge de repérer et de signaler aux réseaux sociaux ce qui va pas de façon à ce que ça. C'est une entité, mais c'est quoi? Tu dis un shérif, c'est une entité, c'est quoi? C'est une agence publique, c'est un privé, c'est quoi? Ce que veut l'Arcom. Ok. Donc en l'occurrence, il y en a une seule entité qui s'est déclarée comme oui, moi j'ai été désigné comme tel. Ce qui veut dire que les autres se planquent, parce que l'Arcom n'a pas désigné une entité et puis c'est endormi pendant 4 mois. Donc c'est e-enfance qui a été désigné, qui lutte contre le harcèlement, la pédopornographie. Eux ont été désignés, les autres on ne sait pas qui c'est. Et donc on est dans un climat qui est un peu étrange pour un truc qui se prétend démocratique, où on a des bandes de shérifs pas identifiés qui sont là pour faire appliquer leur loi, parce que c'est dans une telle opacité qu'il faut vraiment être naïf et idiot pour s'imaginer qu'ils sont parfaitement respectueux des lois. Sinon, ils se déclareraient. Et ça va être décliné dans chaque pays. Donc chaque pays va connaître sa propre dérive. On va pas avoir la même chose en Serbie, qu'en France, qu'en Italie, qu'en Pologne, qu'en Allemagne, qu'en Belgique. Tout ça va se décliner localement avec les signaleurs de confiance locaux. À mon sens, on n'arrivera à rien. À mon sens, il faudra attendre que Marine Le Pen arrive au pouvoir pour que les gens se disent oh là, mais c'est quoi ces prédictions là comme ça Ah bah tu peux entendre le dire plus d'une fois cette prédiction. Mais je pense que le jour où Marine Le Pen sera au pouvoir, on va complètement remettre sur la table tous ces enjeux, des trucs sur lesquels pardon l'expression, on me casse le cul depuis maintenant 20 ans, vont complètement être mis sur la table et analysés de façon beaucoup plus cartésienne. C'est ça l'histoire, c'est que tant qu'on imagine, enfin, comment dirais-je, le grand problème, c'est que tous ces outils sont mis en place par un camp qui s'autodésigne comme le camp des libéraux. Alors on pourrait entrer dans le détail pour savoir si ces gens sont vraiment des libéraux ou pas. Donc, c'est une discussion que je laisse pour plus tard. Ils sont plus progressistes que libéraux, et comme le progressisme est un peu parti en ouais, mais tous ces outils sont mis en place par ce camp-là, et du coup, ce camp-là étant normalement l'allié naturel de la liberté d'expression, des libertés fondamentales, de la vie privée, tout ça, il y a pas de réaction forte. Mais effectivement, le jour où ça passe dans le camp politique d'en face, peut-être que ces gens vont s'éveiller et se dire, mais au fait... Mais il y aura un débat public, ce qui changera agréablement. Parce que pour l'instant, ce débat public n'existe pas. Pour l'instant, t'as des olébrius comme moi qui t'entendent. On m'invite à la télé, je suis pas non plus blacklisté. On m'invite régulièrement pour parler de ces sujets-là. Mais je suis le mec qu'on sort histoire de dire ouais, vous voyez, liberté d'expression, oui, bien sûr, on a donné la parole aux gens qui sont des crypto-anarchistes, pédonazis, partisans de la liberté d'expression absolutiste. Alors surtout depuis qu'Elon Musk c'est compliqué à défendre. Mais non, moi j'attends patiemment Marine Le Pen soit au pouvoir. On pourra parler de façon beaucoup plus rationnelle de tout ça, parce que toute l'architecture de censure qu'on a mis en place, elle sera dans les mains de Marine Le Pen, tout comme elle est dans les mains de Macron. Évidemment, c'est plus compliqué que Marine Le Pen, Macron. Mais je pense que quand le pouvoir aura basculé, on aura un débat beaucoup plus sain là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-mesures qu'on peut mettre en place, à ton avis, à la fois au niveau individuel et politique? Au niveau individuel, je pense qu'il faut réaliser que la souveraineté numérique, c'est quelque chose qui s'articule sur 3 niveaux. Il y a le niveau national, c'est foutu. On a vendu le pays aux Américains. J'imagine qu'on s'adresse à une audience qui est plutôt sachante d'un point de vue technologique. Oui. Donc, il suffit de voir ce que Microsoft a fait, aussi bien en Afrique qu'en France. On a vraiment vendu le pays aux Américains. On est dans la même situation qu'un pays d'Afrique dont les infrastructures portuaires et ferroviaires seraient possédées par Bolloré et seraient utilisées pour exfiltrer les matières premières au profit d'un pays. On est rigoureusement dans la même situation, si ce n'est que les infrastructures, c'est de l'infra-internet, c'est de la AWS, c'est du Azure, c'est des choses comme ça, et que les matières premières, c'est essentiellement de la data privée la plupart du temps, que ce soit l'US Data ou des trucs comme ça. On a totalement basculé dans cette ère colonialiste numérique où on a vidé de ses richesses un continent tout entier. Ça, c'est foutu. Il y aura pas de retour en arrière. Les magnifiques sets sont trop puissants et on va jamais rien faire. Il y a trop de corruption. La corruption est tellement intense, les Africains sont des gamins à côté, et en même temps, c'est pas des pays aussi riches que les pays d'Europe, hein. Donc, c'est pas il y a trop de corruption, c'est quoi? C'est les élites politiques, les élites économiques? Les élites politiques sont totalement corrompues
vis-à-vis de ces GAFAM. Et c'est de la corruption du quotidien. C'est ma femme travaille pour Google. Et on voit très bien qui je désigne. On peut le lire, c'est bien. Mais à tous les niveaux des pouvoirs, on est complètement noyé dans cette corruption. C'est-à-dire que c'est la corruption légale, en quelque sorte. Voilà, totalement. C'est de la corruption légale. C'est de la corruption que les grands médias n'appellent pas corruption parce que c'est pas poli. C'est de la corruption qui sera, là encore, on dit grâce à Marine Le Pen, nommée comme telle du jour au lendemain. On aura le problème. Vraiment, je ne crois pas un instant que Marine Le Pen va faire mettre fin à ce type de corruption. On aura rigoureusement la même chose. On aura des ministres dont les époux ou épouses seront totalement liés aux GAFAM, avec des trucs tellement évidents qui sont visibles comme un homme et la figure. Mais là, on se mettra à parler de corruption. Et là, encore une fois, on pourra enfin poser le problème et enfin regarder les choses en place. Pour l'instant, on est dans l'hypocrisie. Donc, au niveau des nations, c'est foutu. Il n'y a plus de retour en arrière. Ça demanderait des efforts qui seront aussi lourds, douloureux et coûteux que la décolonisation en Afrique, qui a été très très douloureuse et très très coûteuse pour les pays. Au niveau des entreprises, c'est encore faisable pour beaucoup d'entre elles. Mais le problème, c'est que tu as deux types d'entreprises. Tu as l'entreprise familiale possédée par une famille, par exemple le groupe Auchan, les Mulliez, c'est leur boîte. Ils sont pas cotés en bourse. Et donc, très concrètement, les Mulliez, ils ont l'intention de transmettre leur boîte à leurs petits ou arrière-petits-enfants. Ils sont en mode dynastique. Ils sont en mode dynastique, ils sont en mode, je vois un siècle devant moi. Et donc, je réfléchis une stratégie qui va se dérouler sur un siècle. Parce que, dans un siècle, c'est le gamin qui est dans le berceau, là, qui sera à la tête qui pourra céder l'empire à son enfant ou son petit-enfant. Et on peut dire que c'est genre une forme de retour à la société de l'ancien temps, etc. Mais en même temps... Non, cette société va se préserver. Ouais, c'est ça. Du point de vue de l'analyse stratégique, ça a aussi du sens de réfléchir à un siècle, quoi. Il y a pas tant d'acteurs qui se... Non, si t'es coté en bourse, ça n'a absolument aucun sens. Si t'es coté en bourse, tu diriges une société, ton initiative, c'est des stock options, et donc, ta logique, c'est le prochain rapport annuel. Ou le rapport trimestriel, parce que tes stock options vont tomber, machin. À un siècle, ça n'a absolument aucun sens de réfléchir à un siècle. C'est pour ça, typiquement, que l'industrie automobile européenne n'a aucune chance de survivre. C'est parce que elle peut faire des très bons résultats sur les 6 prochains mois ou sur les 3 prochaines années. Mais sur le siècle qui vient, on sait qu'elle va disparaître. Elle n'a aucune chance de survivre face aux Américains et aux Chinois. Donc elle disparaîtra. Mais comme elle est gérée, comme elle est cotée en bourse, et qu'elle est gérée par des gens qui sont obsédé par le prochain rapport annuel, elle va mourir gentiment comme ça. Donc tu disais sur les Mulliez, ils peuvent planifier un siècle et du coup ça... Mulliez peut planifier un siècle, Tesla peut planifier un siècle, Renault on est incapable, Stellantis on est incapable. Et donc ils crèvent. Donc ces gens-là peuvent encore sortir de la vassalité numérique. Ces gens-là peuvent se dire, si je confie mon intelligence artificielle à Renault, à Google, ce qui est le cas de Renault, c'est une histoire seulement, à terme, l'essentiel de la plus-value que j'apporterai à mes consommateurs, ça sera Google qui l'apportera. Et donc, il y aura un transfert de valeur colossal vers les États-Unis. On voit avec le PIB par habitant depuis 10 ans. C'est ce transfert de valeur qu'on obtient. Et donc, à terme, je serai un assembleur de roues, de métal, de machin, qui aura une plus-value quasi nulle, et qui finira par crever parce que j'aurai un Chinois qui aura des coûts plus compétitifs et qui proposera rigoureusement le même type d'intégration. Et puis, pour terminer sur la souveraineté numérique, il y a la souveraineté individuelle. Donc, la souveraineté individuelle, c'est très contraignant. Ça veut dire tourner avec du Linux, utiliser de l'IRC plutôt que des trucs comme Signal Telegram le jour où il y aura le chat control qui permettra aux agences d'exploiter tout ça. Donc c'est quelque chose qui pour l'instant est utilisé par de l'aubergie qui est surtout les communautés hackers, mais qui est accessible. C'est chiant, mais c'est vieille techno en plus. C'est techno qui a vieille techno, ouais, facile. Mais ça marche. L'État peut pas mettre son nez là-dedans, ou alors il faut vraiment qu'il investisse des moyens vraiment conséquents. Et du coup, petit à petit, les gens qui auront besoin de leur souveraineté se réfugieront là-dedans. Ok. Mais tu disais du coup donc le premier volet c'est le DSA et la deuxième c'est quoi? C'est chat control. Et donc ça on en est où
On en est joyeusement, ça a toutes les chances de passer. Ça va permettre aux États européens d'espionner, pour faire simple, hein, d'espionner les conversations privées sur les logiciels de messagerie. Ok. Signal, Telegram. C'est passé ce truc, ça, sérieusement? Pas encore, mais ça va passer. Ok. Ça passe quoi? Ça passe au niveau européen, c'est ça? Ouais, au niveau européen. Et alors, techniquement, comment c'est implémenté? Parce qu'il y a la moitié de ces apps aujourd'hui, même Facebook, Xiaomi, ils font l'encryption end-to-end. Donc, c'est encrypté depuis mon téléphone vers le téléphone de mon récepteur et réciproquement. Tu prends un WhatsApp end, fonctionne comme ça. tu prends un end et tu fais, Code. tu pawns au niveau du end, ou tu fais une faille dans les systèmes de chiffrement, et tu donnes les clés de la backdoor aux agences gouvernementales. C'est pas très clair techniquement comment ils ont. C'est le législateur, ils ont pas du tout réfléchi en matière technique. Ok. Eux, ce qu'ils te racontent, c'est non, il y a des pédophiles, et donc parce qu'il y a des pédophiles, il faut quand tu vois la pédophilie, enfin, une sorte de Sciences Po, hein, c'est risible. Mais les pédophiles ont toujours été le cheval de Troie pour balancer de la législation liberticide. Aussi hallucinant que ça puisse paraître, il faut le faire quand même après Frédéric Mitterrand et Olivier Duhamel continuer à utiliser le prétexte pédophile. Alors à l'évidence, il y en a beaucoup chez eux. Yep. C'est ridicule, mais ça passe. Évidemment, l'enjeu, c'est pas du tout les pédophiles. Ça n'a rien à foutre des pédophiles. Si vous voulez lutter contre les pédophiles, ils prendraient pas des cafés avec Max Neff au Café Flore. C'est juste un prétexte. Et c'est un prétexte parce que le rapport de force entre les populations et les dirigeants a complètement été chamboulé par ces technologies-là, et qu'ils se crèvent de trouille des conséquences qu'auront, que pourra avoir cette inversion des rapports de force. Donc il faut absolument contrôler ce que disent les gens. Il y a des lois qui sont passées qui font que, grosso modo, si tu es en train de dire des trucs racistes ou antisémites dans un groupe WhatsApp, tu es passible d'une sanction pénale. Ok. Donc t'imagines les conséquences que peuvent avoir cette loi, non seulement en termes de condamnation, un engorgement des tribunaux colossal, mais surtout en termes de climat social. C'est tout d'un coup le groupe avec lequel tu parles avec tes potes sur WhatsApp, potentiellement tout propos peut faire l'objet d'une sanction pénale. L'ambiance va changer dans la société. Bien sûr. Oui, et elle a déjà ambiance changé. très. En fait, ça, le type d'ambiance, c'est une ambiance Allemagne de l'Est, quoi. C'est une ambiance. Moi, j'ai été très très marqué quand j'étais en Dune par un prof de français qui m'a fait découvrir Voltaire et qui m'a fait découvrir la façon dont Voltaire critiquait la monarchie à travers les contes philosophiques. Et où finalement tu pouvais lire Candide sur deux niveaux de lecture, un conte philosophique rigolo, plutôt élégamment écrit, qui était plutôt de l'ordre de la distraction, de l'entertainment, et une critique féroce de la monarchie. Tu avais les clés de lecture. Et on est déjà dans ce monde-là. Si tu regardes l'antisémitisme, il ne s'exprime pas sous la forme d'antisémitisme, c'est égal. Si tu regardes le racisme, pareil, il y a tout un tas de codes de machin. Sur YouTube, typiquement, on va te parler des arbres plutôt que des arabes. On va avoir tout un tas de codes de machin qui vont permettre de private joke. De private joke, de mots-clés de machin qui vont permettre d'être totalement antisémite ou totalement raciste en disant non, chamite. Ok. Perché. Tu peux pas m'attaquer. Parce que, non, c'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme. C'est pas du racisme, c'est du machin. La réalité, c'est que, en fait, c'est une société qui s'est adaptée à des contraintes sur la liberté d'expression, et ces contraintes que sont typiquement la loi Guesso n'ont eu aucun impact sur la diminution du racisme ou de l'antisémitisme. Au contraire, ça a permis à une bourgeoisie dominante progressiste de faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Et puis aujourd'hui, ça nous pète tellement à la gueule qu'elle est de toute façon démonétisée dans sa capacité à gérer l'avenir du pays. Ok. Et pareil, donc, enfin, tu parlais des Wagesso, moi j'ai été, comment dirais-je? Je vais poser la question plutôt. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'usage des lois anti-apologie du terrorisme qui a été fait en France dans les 3-4 derniers mois? Est-ce que c'est normal d'avoir Mathilde de Panot? Après, quand on pense ce qu'on veut, hein, je peux essayer de faire l'apologie de Mathilde de Panot. Mathilde de Panot, il n'y a aucun doute sur son antisémitisme. Le problème, c'est que quel est l'intérêt de la faire chier juridiquement là-dessus? À quoi ça mène? Quel est l'impact sur l'antisémitisme en France? Zéro, nul, voire catastrophique. Donc ça sert à quoi une loi? Est-ce que ça sert à cacher, à glisser la poussière sous le tapis, à enquister un truc qui va se métastaser, ou à régler un problème?
La loi Guesso, elle sert à enquister un truc qui va se métastaser. Et c'est ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, il y a un cancer généralisé dans la société qui est essentiellement lié au fait que, finalement, quand j'avais ton âge, le racisme et l'antisémitisme, il y a eu une espèce de pacte, très lié au CRIF, à l'ICRA, qui finalement, on fait un package. On dit, bon, tout ça c'est mal, et tout ça c'est à peu près la même chose. À peu près. Et on va lutter contre ça, et de toute façon, tout ça vient d'un seul camp des méchants, qui était l'extrême droite à l'époque. Ça, c'était il y a 2 générations. Okay. Et puis on s'est endormi là-dessus, on n'a jamais remis en question cette lecture-là. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis une dizaine d'années, le racisme et l'antisémitisme ont pris des chemins distincts. Qu'aujourd'hui, ils sont à 2 bords très distincts du spectre politique, et qu'ils sont absolument pas liés. C'est-à-dire que le pacte a été dissous et... L'alliance entre le racisme et l'antisémitisme, enfin, entre la lutte contre le racisme et la lutte contre l'antisémitisme s'est rompue. On a d'un côté l'antisémitisme, de l'autre côté le racisme. Et donc, aujourd'hui, quelque part, il faut choisir. C'est terrifiant. Et le résultat, il faut non seulement choisir, mais avec une vision dominante de la presse mainstream qui consiste à ne pas regarder en face cet état de fait. Et donc, fonctionner comme s'ils vivaient toujours dans les années 80. Moi, je vois les analystes politiques qui ont droit de ce chapitre, vraiment ont un discours où je me retrouve à une époque où j'avais les cheveux et j'allais en boîte de nuit tous les soirs, ce que je ne fais plus depuis très 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 longtemps. Mais ils n'ont pas évolué. Ils ont vraiment le discours qui m'aurait satisfait, moi, à titre que citoyen, quand j'avais 30 ans. Bon, j'en ai 53. C'est fini. Totalement fini. Et donc aujourd'hui, encore une fois, ils ne peuvent pas dire la réalité, donc ils ne peuvent pas l'analyser, donc ils ne peuvent évidemment pas apporter des solutions vu qu'ils n'ont pas les capacités d'analyser. Ou même, ils se donnent pas l'autorisation d'analyser. Donc ils ne peuvent pas apporter de solutions, donc ils vont passer la main à d'autres. Et on verra bien ce que ça donnera. Probablement pas grand-chose de fantastique. Mais on sortira de cette impasse qui consiste à ne pas être capable de sortir intellectuellement des années 80. Ok, on est bloqué dans ce carcan d'analyse et on n'a pas bougé, quoi. Si tu regardes CNews ou si tu lis Valeurs, oui, eux, ils ont bougé. Mais si tu regardes la presse mainstream, si tu regardes BFM, Le Monde ou Libération, non. Macron, hier, disait que l'explosion de l'antisémitisme, l'antisémitisme explose, mais quand tu regardes les chiffres, c'est absolument affolant. Et Macron, hier, disait l'explosion de l'antisémitisme est incompréhensible. Bon, fin de l'histoire. C'était pas capable de comprendre. Peut-être que t'es pas vraiment à ta place en tant que président de la République. Mais si t'es pas capable de comprendre quelque chose qui est effectivement en train de déchirer la société, t'as pas ta place ici, mec. C'est aussi bête que ça. Et malheureusement pour la société française, il y a qu'une seule alternative. En tout cas, politiquement, numériquement en mesure d'être une alternative. Vu que l'autre alternative est complètement déchirée en deux exactement comme les États-Unis, est déchirée en deux par la problématique antisémite. Donc pour revenir sur les lois anti-terreau, on l'utilise contre Panon, sous Hollande on l'utilisait contre les écolos. Chacun son tour. La roue tourne. On a signé à résidence des écolos pendant les manifestations en prétexte que c'était des terroristes. J'en ai rencontré des écolos radicaux. On aimerait bien n'avoir que des terroristes de ce type-là. Ils vont pas se faire exploser sur les marchés. Non, ils vont péter des trucs. C'est vraiment des. Ouais, mais la violence contre les biens. Alors même c'est évidemment la différence entre la violence contre les biens et les personnes. C'est pas la même. On peut quand même qualifier les choses de la. Absolument. Détruire une bassine, c'est pas bien, mais c'est pas comparable à tuer des gamins à la sortie d'une école. Non, faut mettre. Faut pas mettre. Ça s'appelle le discernement. Voilà, ça n'a aucun rapport. Ça peut produire des dégâts économiques, tout ça. On peut discuter sur les bassines, bien, mal, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a aucun rapport avec buter des gamins à la sortie d'une école. Il ne faut pas tout mélanger. Mais on a commencé à tout mélanger sous Hollande. Là encore, l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir va nous permettre d'avoir un discours sain et raisonné sur ces trucs-là. Enfin, dire les choses au moins. Entre gens qui furent partis du camp progressiste avant. Mais ça permettra de dire les choses et de pas être dans ce bout. Comment ça se fait parce que tu vois, Hollande, puis dans sa continuité Macron, qui en fait, il y a une forme de prolongement dans du mandat de Hollande. Comment ça se fait que ces gens qui incarnaient le progressisme, moi je me souviens assez bien de la victoire électorale de Hollande, on est en 2012 si je dis pas de bêtises. Comment ça se fait que ces gens qui incarnaient donc le progressisme en France
quelque part, ont mis un but contre leur camp, on trahit. Alors, je parle même pas de la trahison vis-à-vis des classes populaires, dont on pourrait là encore parler pendant longtemps, mais vis-à-vis du concept de progressisme, du cœur du cœur de leur cible électorale qui déjà en 2012 était plus les classes populaires, qui vis-à-vis du cœur de leur cible électorale qui est, on va dire, le progressisme des centres-villes, avec ces lois qui sont liberticides et contre la liberté d'expression. Tu parlais des terrorismes qu'on a signé, des écolos qu'on a signé à résidence. Parce que le progressisme est mort depuis belle lurette. Le progressisme, c'est un contrat social. Le bois est dur, il faut le. Non, le progressisme est mort. Le progressisme, c'est un contrat social qui est né au siècle des Lumières, qui part du principe que le progrès technique sous-tend un progrès social. Et ça a très très bien marché jusqu'aux années 70. Au moment des années 70, est apparu l'informatique. Et à partir de là, le progrès s'est appuyé sur l'outil informatique. Pour tout. La recherche scientifique, quelle qu'elle soit, s'appuie sur de l'informatique, tout s'est appuyé sur l'informatique. L'informatique, elle obéit à des lois physiques très différentes, notamment la loi de Moore, qui fait que ta puissance de calcul double tous les 18 mois, pour faire simple. Ça décrit une exponentielle. Alors que jusqu'ici, le progrès suivait pas vraiment une exponentielle, il suivait une courbe de progrès qui faisait que, effectivement, entre les années 20 et les années 70, le progrès avait permis de faire tout un tas de gains de productivité, de machin, et qu'il était redistribué quand même pas mal aux classes populaires. Le niveau de vie d'un ouvrier dans les années 70 par rapport à un ouvrier dans les années 20, incomparable. Ouais. Par contre, la progression du niveau de vie d'un ouvrier entre les années 70 et les années 2000, elle ne suit pas la courbe du progrès, parce que la courbe du progrès, elle a basculé dans l'exponentielle, du fait de l'arrivée de l'informatique. Qui plus est, l'informatique, aujourd'hui, il y a l'IA, qui elle-même est basée sur la loi de Moore, mais qui grosso modo multiplie par deux. Mais en 6 mois, quoi. Voilà, t'as une espèce de puissance 2 de la loi de Moore qui fait que t'étais déjà dans une exponentielle. Là, ça explose. Et ça commence à bouffer les professions des cols blancs. Donc c'est la qui commence à se dire, je vais me faire remplacer par panique à bord, et effectivement, elle va se faire remplacer. Mon travail, c'est d'envoyer des mails et d'être dans des réunions. C'est de faire des prompts. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est de faire des prompts. On pourra parler de l'IA aussi, c'est fascinant comme disruption de capitaliste. Mais le progressisme en tant que tel, depuis les années 70, le contrat social du progressisme est mort. Et donc fondamentalement, on vit sur une espèce de malentendu depuis les années 70. Donc on a eu l'époque Mitterrand, où le malentendu était partagé par tous. Personne n'avait vraiment compris le changement de paradigme que l'informatique avait introduit à l'époque. Mais depuis 20 ans, le malentendu, il est surtout pour des gens qui sont aveugles. Donc on est dans le mensonge et le malentendu et l'habitude. Exactement comme ce dont on parlait tout à l'heure avec le racisme et l'antisémitisme. On a une classe politique, même les jeunes comme Macron, qui continuent à vivre dans les années 80 et dans le logiciel des années 80. Et qui continue d'ailleurs à vivre sur la télévision. Mais la Macronie s'est jamais projetée dans les réseaux sociaux, à part des opérations d'astroturfing, ils ne sont pas doués pour ça. Leur fan club, de toute façon, est retraité, donc ils sont pas en mesure d'utiliser ça. Ils vivent dans un monde qui est la continuité de Valéry Giscard d'Estaing et de la télévision. Okay. C'est ce monde qui va, à mon sens, passer à la poubelle à un moment ou à un autre, et être remplacé par le monde des réseaux sociaux, le monde du peer-to-peer, le monde des machins, qui sera pas forcément mieux, mais qui au moins permettra de poser les choses, d'avoir un dialogue raisonnable sur des faits, plutôt que sur un mythe passé. Est-ce que les cols blancs ont raison d'avoir peur? Il y a aucun. Ah ouais. Mais à un point, il y a de quoi être terrorisé. Moi, je vois autour de moi, avant-hier, je dînais avec des amis qui, alors, j'ai pas écrasé, mais des gens qui sont dans les grands cabinets de consulting ou les cabinets ministériels. Okay. Et celui qui est dans un grand cabinet de consulting me disait, moi, ça fait un an et demi que je fais des prompts. J'ai rien écrit depuis un an et demi. Et pour l'instant, on est dans cet état, cette parenthèse enchantée, où ça fait quoi? Il faut encore des gens pour faire des prompts. Il faut encore des gens pour faire des prompts, mais surtout, on a des salariés col blanc, qui gagnent bien leur vie, qui ont négocié grâce au Covid une très large partie de leur temps de travail en télétravail, et donc tu surveilles pas très bien ce qu'ils font. La seule chose que tu peux surveiller, c'est leur productivité. Et leur productivité, n'a pas changé. Sauf que concrètement, leur temps de travail a été divisé par 2. Parce que les prompts, ils n'écrivent plus. Alors, il y a beaucoup de professions, notamment dans le consulting, qui considèrent écrire des recos, des machins et faire des presses. Donc, ils n'écrivent plus, ils promptent. Mais si tu regardes ça d'un point de vue avec une bonne vieille analyse marxiste, parce que malgré tout, Marx a quand même du bon pour voir les grandes tendances de l'économie,
Petit rappel, Marx, tu as le capital productif qui est l'usine, et le capital variable qui est ta masse salariale d'ouvriers qui font tourner ton usine. Là, le problème, c'est que ChatGPT, ça augmente la productivité de ta masse salariale, pas de ton capital productif. Donc, tu ne peux pas espérer avoir un retour sur investissement sur du chat. Pour l'instant, tel que c'est utilisé, tu n'as pas de retour sur investissement sur ChatGPT. C'est tes salariés. Des putains de salariés qui vont passer 35 heures à 15 heures sur ton dos, parce que de toute façon, vu les gains de productivité qu'ils vont avoir... Jusqu'à ce que le patron ou les capitalistes comprennent le truc, virent la moitié de la masse salariale. Non. Parce que tu vas virer la moitié de la masse salariale, c'est bien noté. Mais ceux qui restent, ils vont dire, Coco, tu multiplies mon salaire par 2. Sinon, je vais à la concurrence. Et à partir de là, tu es en France, hein, donc les charges sociales, tes patrons d'entreprise, tu vois ce que c'est. Si tu multiplies le salaire par 2, tu multiplies ta masse salariale par 4, tu as perdu. Donc pour l'instant, on est dans cette espèce de... J'ai rien vu, je vois rien, mais t'inquiète pas, comme MEDEF, ils ont compris, hein, ils sont pas idiots, qui fait que le patronat est bien conscient que vu la structure des coûts d'un salaire chargé, ils ne peuvent pas se permettre justement de se dire je vais dégager la moitié de ma masse salariale, garder ceux qui ont passé le cap de ChatGPT et leur faire un deal qui est je multiplie votre salaire par 2, vous multipliez votre productivité par 2,2, comme ça. Tout le monde est content. Tout le monde est content, du coup vous passez à 30 heures par semaine plutôt que 35, et moi j'augmente ma marge de 20% et on se partage les bénéfices. Mais ça ne peut pas marcher comme équation avec la structure du coût du travail en France. Okay. Donc la France peut pas s'en sortir. Moi, il y a un truc dans les évolutions technologiques qui m'a toujours frappé, c'est en gros, il y a un siècle et demi, on avait la quasi-totalité de la population active qui était en train de gratter la terre pour porter des pommes de terre bouffées. On est passé de quasi 100% à autour de 1%. Qui gratte un clavier. Qui gratte un clavier d'ailleurs pour déplacer les machines, et même les tracteurs maintenant ils sont pilotés par des GPS et en fait en fonction de la météo, de machin, de cartes, c'est hautement technologique. Ultra technologique. Quand on parle avec des agriculteurs qui opèrent aujourd'hui, c'est très technologique. Très techno. Et donc c'est 1% ou moins de 1% de la population active. Donc ensuite ces gens-là ont été à l'usine. Puis la quantité d'ouvriers s'est mise à décroître. Ces gens-là ont été dans des bureaux. Est-ce que, du coup, c'est la révolution de productivité finale, l'IA, qui va faire en sorte que le travail humain va disparaître, décroître, ou est-ce que, comme pour les révolutions précédentes, on va en fait assister à un déplacement de la valeur? Tu vois, il n'y avait pas d'informaticiens avant les années 60-70, et puis tout d'un coup, ça devient une classe, une catégorie de gens à part entière qui apparaissent, et qu'on a du mal à imaginer prospectivement. Rétrospectivement, on se dit « Ah mais oui, évidemment, bien sûr, il nous faut des informaticiens, il nous faut des mecs pour développer les programmes, il nous faut des mecs pour brancher les câbles, pour faire les data centers, etc. » Tout ça, c'est très dur à imaginer prospectivement. Qu'est-ce qu'on a du mal à imaginer prospectivement? Alors déjà, on a du mal à imaginer l'intelligence artificielle généraliste. Qui est, rappelons-le, une autre branche que ChatGPT, une autre branche que on est loin de cette intelligence artificielle généraliste. Attends, j'en sais rien. Tu vas trouver tous les diagnostics possibles et imaginables entre le c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. C'est dans 5 celui ans. Qui va dire c'est dans 10 ans, mais on va y arriver. Il est très probable qu'on y arrive et ça sera une rupture civilisationnelle. Donc il y a de toute façon cette épée de Damoclès qui est que... Tu peux rappeler peut-être d'ailleurs, parce que juste une définition... Une intelligence artificielle qui dépasse celle de l'humain. Qui soit suffisamment généraliste pour faire... Totalement généraliste et qui dépasse celle de l'humain. Un monde dans lequel une technologie rendra l'intelligence humaine pas particulièrement créateur de valeur. Et donc une rupture totale avec, depuis la siècle des Lumières, grosso modo. Sachant que tes bras ne sont pas particulièrement créateurs de valeur. Ça, tu penses qu'on le verra de notre vision? Je sais pas, je suis pas devin. Toi, oui, probablement. Moi, je sais pas. Peut-être. J'espère que je serai à la retraite, que je referai, et que je verrai ça dans un jardin avec une caipirinha, en me disant, oh putain, c'est pas de chance. Et en ayant bien investi là où il faut dans les bonnes cryptos, de façon à avoir, oh l'euro, oh la vache, 1 million d'euros la baguette de pain. Pourquoi ça fait cher quand même? Je sais pas. Je sais pas quand ça va arriver. Je vois déjà ChatGPT qui pas le quart de la moitié de ça, et qui potentiellement fait des gains de productivité dans la programmation, c'est fou. C'est fou, j'ai des potes qui ont multiplié leur productivité par 5. Donc là aussi, si tu es salarié, tu vas pas me demander un salaire x5.
tu vas, surtout en France avec la mentalité française, tu vas diviser ton temps de travail par 5. Ce qui est sympa, mais c'est très temporaire comme, ouais, comme mais situation. ensuite, tu vas faire sur une divisé par 5, tu as récupéré 4/5 de ton temps de travail. En vrai, tu regardes pas Netflix pendant le 4/5, tu vois, tu vas peut-être regarder Netflix pendant 1/5 parce que voilà. Tu développes tes loisirs, tu fais autre chose. On est en France, La hein. création de valeur économique. Non, mais ça, c'est une mentalité d'entrepreneur, c'est très rare en France. Bien sûr, tu vas en avoir quelques-uns qui ont fait ça, mais c'est très très rare. Et en plus, c'est très mal vu en France. Donc dans d'autres pays, oui, ça va avoir des impacts économiques de ce type-là, où des gens qui habituellement gagnaient des sommes tout à fait rondelettes et qui avaient un seul emploi vont se mettre à avoir 2, 3 emplois parce qu'ils peuvent, et développer une entreprise en même temps que leur boulot chez Capgemini ou dans un grand cabinet de consulting. Mais en France, nous, on va plutôt avoir une société de loisirs qui va continuer jusqu'au moment où tout ça va partir aux fraises. C'est quoi les métiers pour toi qui restent pertinents dans le monde dans le monde de l'IA? Construire des data centers. Constructeur de data center, Ouais. c'est le métier d'avenir. Ah bah oui. De façon générale, marchand de pelles dans la rue vers l'or, c'est ce qui a toujours le mieux marché. Levi's, qui a une des plus belles réussites économiques de l'ère de la rue vers l'or aux États-Unis. Levi's. Des gens qui vendaient des jeans à des prospecteurs d'or. Donc je pense que le fabricant de microprocesseurs, C'est Nvidia, quoi. Ouais, après Nvidia, ça s'improvise pas. Alors que construire des data centers, c'est déjà beaucoup plus facile que construire des microprocesseurs. L'IA, c'est OVH, c'est... Alors OVH en particulier, d'un point de vue industriel, ils ont fait des choix qui sont pas forcément très porteurs d'avenir. Mais ouais, construire du data center. Je crois qu'ils ont installé des alarmes incendie dans leur data center. Oui, le problème, si tu veux, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est le coût opérationnel d'un data center, c'est pour la moitié, c'est l'énergie. Et donc, toute industrie de data center, c'est comme la sidérurgie au final. C'est vraiment les mêmes logiques économiques que la sidérurgie. La sidérurgie, ça consomme une énergie de fou furieux. Et donc, si tu es dans un pays où l'énergie coûte la peau du cul, ça n'a aucun intérêt. Alors, le problème, c'est que l'Europe n'a pas de ressources énergétiques, sauf la France qui s'est rattrapée à son nucléaire, mais malgré tout, qui a besoin de réinvestir énormément pour rattraper des décennies de conneries écologiques. On a des élus qui sont persuadés que la fumée qui s'échappe des centrales nucléaires, c'est chargé en gaz carbonique. C'est vraiment plein d'élus qui sont mais même dans la population générale, la stat est affligeante. Je crois que c'est entre 70 et 80% des gens qui considèrent que les tours aéro-réfrigérantes, là, pas sur les centrales nucléaires, mais pas que d'ailleurs, hein, sur les centrales thermiques de manière générale, balance du carbone dans l'atmosphère. On a des politiques qui sont des platistes d'un point de vue technologique et qui en plus se permettent de mépriser les vrais platistes au prétexte que bah non, la Terre ronde, tout le monde sait ça, mais qu'ils sont exactement dans la même aberration scientifique et dans la même logique anti-science. Bon, heureusement, on n'a pas détruit tout le parc nucléaire et on a encore en France pas mal d'ingénieurs chez EDF qui nous ont permis l'hiver dernier de se rattraper aux branches et d'en remettre un coup. Tant mieux. Reste que le continent européen, de toute façon, énergétiquement, n'a pas de ressources. Et donc, tous ces industries très gourmandes, en particulier l'IA, on parle même pas de la blockchain, parce que là, à la limite, il y a le proof of stake qui permet de dire, OK, on va passer sur l'Ethereum, mais l'IA qui va vraiment être le carburant de toute la suite de l'aventure de la Startup Nation au sens large, elle n'a pas d'avenir en Europe. Elle coûtera trop cher en Europe. Et donc, il va falloir trouver des alternatives, que ce soit dans des pays d'Afrique qui, d'un point de vue collectivité, sont à côté, que ce soit les États-Unis qui sont, d'un point de vue technique, un peu loin quand même, hein, parce qu'il y a besoin, en termes de temps de latence, ça pose un problème d'aller aussi loin. La Russie, demain, demain lointain. Demain lointain, parce que là, géopolitiquement, là, pour l'instant, ça va être compliqué. C'est pas tout de suite. Mais demain, je sais pas, dans 5, 10 ans, avec un nouveau leader, je sais pas quoi, si on sera biboché avec la Russie, qu'on reconstruisait Nord Stream. On refait un pipeline. Promis, cette fois-ci, on le détruira plus. On fait une fibre optique, et puis on va faire du calcul dans des zones où l'énergie coûte rien. C'est pas pour tout de suite, hein, c'est clair. Mais de toute façon, l'équation économique de l'intelligence artificielle sur le sol européen passe par la moitié de ton OPEX, c'est l'énergie sur un data center qui fait l'IA ou autre chose. L'énergie est complètement centrale dans cette équation. Et ça consomme un data center, et bien. Donc on a un problème en tant qu'Européens là-dessus, indépendamment du fait que c'est pas vraiment par Mistral, c'est pas, et encore c'est du Microsoft, c'est pas nos technologies.
on a aussi un problème énergétique. Ouais, qui fait que en fait l'informatique, les data centers, ça c'est en première analyse de l'énergie qui est transformée, et donc cette énergie, il faut la puiser. L'intelligence, c'est l'énergie artificielle, c'est l'énergie transformée. L'argent, Bitcoin, c'est l'énergie transformée. Comment est-ce qu'on fait, et ce sera je pense mon dernier axe, comment est-ce qu'on fait pour avoir des réseaux sociaux qui restent des endroits où on interagit principalement avec d'autres êtres humains-ish, et pas des hordes de bots pilotés par des IA qui balancent les agendas politico-économico-médiatiques des gens qui les stipendient. Je pense que la première chose, c'est de sanctionner de façon impitoyable les gens qui sont sortis qui ont joué à ça, mais impitoyable. Je pense à un truc qui est l'affaire Avisa Partners, où on a en France la plus grosse usine à fake news d'Europe. Alors tu peux rappeler un peu ce que c'est? Avisa Partners, c'est une officine qui produit de la fake news pour le compte aussi bien de gouvernements que de lobbies, dont une fille qui est aujourd'hui ministre du gouvernement Macron a été l'une des principales dirigeantes il y a un peu plus de 10 ans, qui est impliquée dans une myriade d'affaires et qui est spécialisée dans la manipulation d'opinion publique. Okay. On a vraiment des ministres qui ont été impliqués là-dedans. Il y a des liens avec le gouvernement, veux-tu en voilà. Il y a des liens avec des opérations de déstabilisation aussi bien en Afrique qu'est-ce qu'on a planète. C'est un peu l'équivalent de Forbidden Story qui concernait une officine israélienne, mais ça se passe en France. Il n'y a pas l'officine de Wagner qui fait de la désinformation, c'est le même genre de... Ou l'armée des trolls russes, c'est plus sophistiqué que l'armée des trolls russes. Mais c'est du même ordre. Sauf que c'est en France et que ça implique un membre du gouvernement. Pour une fois qu'on fait un truc bien. Tant qu'on n'aura pas des sanctions impitoyables avec ces gens-là, ça peut pas le faire. Ok. Et quand je dis impitoyable, c'est impitoyable. C'est qu'il faut que les gens impliqués là-dedans soient contraints à l'exil, tellement la vie en France n'est pas supportable, tellement ils se font balancer des tomates à chaque coin de rue, tellement leurs enfants sont exclus des classes, tellement il faut être impitoyable d'un point de vue légal avec ces gens. Absolument impitoyable. Et si la justice ne se bouge pas, il faut que la population se fasse justice. C'est terrible de dire ça, hein, j'en suis pleinement conscient. Mais il faut impérativement... À un moment, la justice, de toute façon, est en train de faire faillite, comme le reste des services publics. Il y aura nécessairement... On sent presque l'expérience directe là de cette officine. Ouais. Ah bah oui, je fais partie de Reflet, donc je fais partie des entités au même titre que Fakir, que... Street Press, Mediapart et compagnie, qui ont enquêté sur Avisa Partners. Et en face, on avait une presse mainstream qui était fermée sa gueule, qui regardait ailleurs parce qu'ils sont tous impliqués. Ouais. Reflet, c'est donc un média indépendant qui est fondé par des hackers, en gros. Ouais, en gros, un média indépendant qui est spécialisé sur, qui d'une part est fait par des hackers, spécialisé sur les investigations qui touchent au numérique, et qui a développé ses propres outils d'OSINT dédiés à bien l'investigation sur du leak. Qui est né de cette tumulte dans lequel tu avais aussi bien Wikileaks que la Quadrature, que Télécomis, que machin. C'est des médias qui sont nés de cette... Avec des gens comme Bluetooth. Des gens comme Bluetooth, qui tétoient, des hackers très connus, et des gens qui ont mis à terre Patrick Drahi avec les Drahi Leaks, ou Avisa Partners. Et Avisa Partners, c'était fascinant parce que la capacité de production de fake news était de l'ordre de 5000 articles par mois. Et c'était de l'article pointu. Hein. On ne parle pas d'un truc où tu fais 3 prompts ChatGPT. T'as un article. On parle de truc où ton client, c'est un sénateur en Guinée équatoriale. J'invente l'exemple, hein, mais c'est pour donner un ordre d'idée du type de mission qui leur a été confiée. Ton client, c'est un sénateur en Guinée équatoriale qui a besoin lors du second tour, il est face à quel type de candidat, et il faut qu'il fasse une campagne qui va salir le candidat d'en face. Tu vas pas confier ça à ChatGPT parce qu'il y connaît rien sur la région du machin truc en Guinée équatoriale. Donc, tu vas confier ça à des journalistes qui vraiment connaissent ce secteur, étudient ce terrain depuis une décennie et connaît parfaitement les problématiques de tel camp vis-à-vis de tel camp avec les dimensions tribales, politiques, big chouette, et va te faire une douzaine d'articles pour salir le camp d'en face de façon à ce que tu aies tes élections. Ces journalistes-là, tu vas les trouver dans les salles de rédaction parisiennes. Et pour produire 5000 articles par mois, tu en as besoin beaucoup. Et c'était très bien payé. 4 à 5 fois le tarif réglementaire, pour faire simple. Okay. Donc le problème, c'est que, dans la mesure où ça fait 15 ans que ça dure, pas tous mouillés, hein, mais on a une quantité impressionnante qui sont des détenteurs de cartes de presse. Quand tu portes ce message, parce que là tu le portes ici, mais tu le portes aussi dans plein d'autres endroits, sur des médias, etc. Est-ce que tu arrives à sortir des studios
sans l'étiquette. Ok, en fait, ce mec, c'est juste un gros complotiste. L'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Alors, l'étiquette complotiste avec moi, c'est compliqué parce que je l'ai déjà été. Et un peu comme un virus, tu sors de là immunisé. T'es vacciné. J'ai été complotiste entre 2009 et 2013 parce que, avec le fameux Bluetooth et mes petits camarades de reflet, on a déterré les techniques de surveillance sur les infrastructures françaises et puis la façon dont on exportait ça dans tout un tas de gentilles dictatures. Et donc, on a été labellisé complotiste parce que c'était plus simple et labellisé avec une grosse campagne de presse. Hein, vraiment, on a cramé la campagne de presse en question parce que tellement fait par des pieds nickelés qu'ils ont fini par inviter l'un de nous dans une conférence de presse pour lui expliquer qu'il était complotiste sans savoir à qui il s'adressait et qu'il confondait les noms et les pseudos. Ils ont invité Antoine Champagne, qui est ancien dans l'investigation financière au Monde, un mec qui travaille encore au Canard depuis 20 ans, en pensant s'adresser à Antoine Champagne. Ils n'avaient pas repéré que le mec s'appelait aussi Qui tais-toi, qui était cofondateur de Reflet. Et ils lui ont expliqué gentiment que c'était fou et des conspires, ce qui était assez drôle. Et on a eu cette méga campagne de presse pendant 4 ans. Et puis il y a eu Snowden qui est arrivé, qui a dit exactement la même chose que nous. Et donc ça c'est retombé comme un soufflet. Ça fait de nous des stars chez les conspires. Parce qu'on est nous aussi des conspires, sauf que nous, on est sortis du purgatoire. Et comme par ailleurs, on n'est pas parti en conspire, et que tout ce que je viens de te raconter peut s'appuyer sur des faits, on peut aller vérifier, les documents sont publics. On fait chier énormément les chasseurs de conspires, mais c'est compliqué de lancer des campagnes contre nous. Donc, on sort de là. Donc oui, il y a toujours ce côté, ouais, il est un peu conspire, mais en même temps, à Visa Partner, les journalistes savent très très bien que tu parles lors de sous-salle, et comme ils s'habillent eux-mêmes tous les matins, ils savent très bien qu'ils mettent les mêmes sous-vêtements depuis 6 mois. Donc c'est sale. Et à Visa Partner, ils en ont tous entendu parler. Il y a tous, dans toutes les salles de rédaction, il y en a 2-3 qui croquent et qui allument. Mais en même temps, ils sont payés même pas comme des smicards. C'est un métier d'ultra précaire, journaliste. Donc tu peux pas reprocher à quelqu'un qui, en travaillant comme un chien, arrive même pas à avoir le SMIC à la fin du mois, de faire 2-3 petits extras avec 2-3 petits articles qui vont lui permettre d'augmenter de 50% ses revenus. C'est ça qui se passe. Donc tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux parce que tu es trop radin pour le payer toi-même en tant que média. Et du coup, tu accueilles la corruption chez toi. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça déborde. Forcément, le mec qui est payé pour dire du bien de la Guinée équatoriale, je reprends la Guinée équatoriale parce que c'est facile de taper sur eux, c'est tout petit, c'est difficile de les défendre. Mais si tu es payé régulièrement pour faire des articles pour chanter les louanges de la Guinée équatoriale, le jour où ton magazine aborde quelque chose qui est lié à la Guinée équatoriale, tu vas laisser de côté ou tu vas minimiser le fait parce que tu es en conflit d'intérêts. Et c'est comme ça que les métastases se sont répandues depuis 15 ans dans tous les médias français. Donc c'est pareil, c'est un truc qui est mort, c'est fini. Et puis la crédibilité, de toute façon, est terminée. Donc on est sur une fin d'un système auquel plus grand monde ne croit. En interne, eux-mêmes sont très conscients, notamment avec l'intelligence artificielle. Ils sont pas idiots. Ils ont tous fait jouer avec OpenAI. De plus en plus, on fait jouer avec Grok. Donc Grok, tu te rends bien compte qu'effectivement, c'est une alternative au journalisme. Pour l'instant, ça tient le choc parce que Elon Musk a été sacré Hitler 2.0. Donc, personne ne regarde l'évolution de Twitter. Même les journalistes, ils savent pas très bien où en est l'évolution de Twitter. Et quand tu leur expliques calmement la façon dont Musk a, de façon très rationnelle, construit un truc dans le but d'éradiquer les médias et les journalistes, et que c'est très réfléchi et que le mec est quand même tout sauf un con, contrairement à ce qu'ils essayent de se faire croire, après, tu leur mets Grok dans les mains parce qu'ils ont beaucoup quand même ont des comptes premium, donc ils ont accès à Grok. C'est sûr que ça remplace un journaliste. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux qu'un journaliste. Et puis, tu sens quand tu commences vraiment à faire jouer Grok, tu passes d'OpenAI à Grok. Alors, Grok est moins bien qu'OpenAI, faut être honnête. Mais Grok est connecté à de l'actualité temps réel. Les community notes dans les fake news, les vraies news, donc il a ce flux d'informations que n'a pas OpenAI. Et quand tu fais jouer avec ça, tu te dis, ok, l'interface, c'est pas ça. C'est pas le prompt qui va être le journalisme de demain. On a une attitude passive dans la consommation d'informations, donc il va falloir inventer cette interface de passivité qui fait que je me pose mon cul dans un canapé et j'ai des informations qui me concernent, qui arrivent, mais j'ai aussi cette possibilité de donner un feedback de façon à explorer des sujets. Ce Grok permet de faire de façon incroyable. C'est extraordinaire. Grok te permet
d'avoir 3 paragraphes qui te récapent un sujet, et puis ensuite d'aller fouiller un truc, fouiller autant que tu veux. Te promener dans l'arbre. Te promener dans de la mise en contexte géopolitique, de la mise en contexte machin, de la mise en contexte... Et du coup, de vraiment faire sens de l'information, de passer du temps à contextualiser, recontextualiser, mettre en perspective. C'est extraordinaire comme outil, mais l'interface, c'est pas le prompt. Donc, il y a encore beaucoup de réflexions à investir dans quelle est l'interface qui va du coup être la killer app du média et remplacer la fonction du journaliste, qui est vraiment la profession la plus haïe de France. Qui disait en France, on est dans le pays qui a l'un des pays qui a le moins confiance envers les médias. Donc c'est vraiment les médias ont une épée de Damoclès. Hein, c'est la Corée du Sud, les États-Unis et la France sont les 3 pays dans lesquels il y a le moins de confiance envers les médias et les journalistes. Et le jour où quelqu'un invente autre chose sur base d'intelligence artificielle, le niveau de confiance dans l'intelligence artificielle, qui est pas énorme non plus en France, hein, mais qui est déjà largement supérieur au niveau de confiance envers la presse, fera que une quantité astronomique de gens qui vont basculer vers de la presse ultra militante parce que ça Grok te le donnera pas. Et ils font quand tu cherches à avoir un regard qui est délibérément biaisé parce que tu es militant d'une cause X ou Y, peu importe que ce soit Mediapart ou de l'heure actuelle, hein, chacun sa cam. Mais cette presse-là ne disparaîtra pas parce qu'elle est fondamentalement biaisée et qu'elle est là pour affirmer un point de vue militant sur un enjeu politique. Mais la presse qui se veut neutre, ce n'est pas du tout, hein, mais genre, tout ce qui est entre Libération, Le Monde et Figaro, tout ça va juste remplacé par l'IA et ça sera très très bien. Et alors, il y aura toujours le problème de l'investigation. L'investigation ne sera pas faite par l'intelligence artificielle. Mais l'investigation, c'est quelques pourcents de la pression. Le reste sera remplacé par l'IA. Ok. Ça va c'était loin. Merci beaucoup pour ton partage d'analyse. Donc, c'est hyper intéressant. Merci d'avoir invité. Plein de sujets, hyper cool. Et écoute, à très bientôt. À bientôt.